Salut mes amis, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce vendredi, le week-end qui approche. Je vais laisser la chance aux gens de se connecter tranquillement sur ce live de 30 minutes. Comme vous savez, il y a toujours un délai entre ce que moi je vois à mon écran et les gens qui se connectent. Je vois que ça commence à se connecter. Écoutez, faites-moi un beau bye-bye à travers les commentaires que je peux lire, je crois, sur le côté ici. Magnifique vendredi, encore une fois, une autre semaine de passé. Salut David, ça va bien? Pas trop de neige à la Côte-Nord, vous êtes chanceux, je pense, vous autres, vous pouvez déjà faire de la motoneige. Aurélie, rebonjour Aurélie, on est ensemble ce matin, ça a été vraiment intéressant, particulièrement la période de questions à la fin. Écoutez, j'ai eu une super grosse semaine aujourd'hui, écoutez, depuis 2 ans, je dirais, mais particulièrement depuis, je dirais même relativement court terme, depuis 3 mois, ma vie a quand même changé beaucoup, puisque lorsqu'on fait des présences très, très, très régulières en ligne, comme on dit quand on entre sur scène, comme je le fais là, cette semaine, c'était une grosse semaine de livraison. Allô Nathalie, j'espère que ça va bien. Salut Dave, rebonjour. Nathalie aussi. Écoutez, je me rends compte que ça demande un autre niveau d'énergie, beaucoup de préparation, beaucoup d'énergie, de concentration, de focus quand on se présente comme ça devant la caméra. Et puis, à chaque fois, plus on en fait, meilleur qu'on devient, vous le savez. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de sauter en bas du tremplin, comme on dit. Les lives, il n'y a rien de meilleur que ça, puisque c'est pas enregistré. On ne peut pas dire qu'on va éliminer telle partie qu'on a dit. C'est live, c'est naturel, c'est authentique. C'est ce qui fait la beauté des lives aussi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment intéressant. Je vous fournis aujourd'hui 5 stratégies pour passer à travers les obstacles. Et en particulier, ce que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est basé en grande partie sur ce livre-là. Tiens, ma mère qui est là. Bonjour maman, je te salue. De la Côte-Nord aussi. Ce livre-là, c'est le dernier endroit sur Terre, The Last Place on Earth. Puis c'est l'histoire de la conquête du pôle Sud en 1911. Et croyez-moi, c'est toute une épopée. C'est toute une épopée. Et encore aujourd'hui, dans les plus grandes universités sur la planète, l'histoire de Scott, du général Scott, et de Amundsen, le Norvégien. Il y a énormément de cours de leadership, de management. Je pense à Harvard particulièrement, qui ont un module complet sur ce livre-là, sur cette épopée-là. Il y a des très, très grandes leçons à tirer, mes amis, de cette histoire-là. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec les gens de la méthode 48 heures. On parle de haute performance, on parle de productivité, on parle de s'organiser, on parle de devenir une meilleure version de soi-même, on parle d'être discipliné, de volonté. Écoutez, tout ça, on retrouve ça à l'intérieur de ce bouquin-là. Donc, écoutez, c'est pas facile à lire, c'est long, c'est écrit petit, mais c'est un livre qui est payant à lire. Donc, peut-être pendant la période des fêtes, c'est une belle suggestion de lecture qui est mi-roman, je vous dirais, mi-leadership management, un beau livre. Alors, sans plus tarder, je vous partage mon écran de iPad et je vous amène dans l'univers de ces 2 héros-là, parce qu'il faut l'avouer, vous avez dans le haut de l'écran l'amiral Sir Robert Scott, qui était un militaire, un haut gradé, un homme qui était hautement respecté, qui a reçu le titre de Sir, qui a été traité en héros, même si, comme vous le savez, il n'a pas accompli son exploit. Il est mort avec son équipage sur le retour, et on va voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous avez un peu plus bas ici, notre ami, le Norvégien, dont les parents voulaient qu'il devienne médecin. Et puis, il est arrivé une épreuve dans sa famille, et lorsqu'il a eu la chance, il est sorti de l'université, puisque ce qu'Amundsen rêvait de faire, c'était de devenir explorateur.
Donc, vous avez d'un côté un homme, un militaire discipliné avec la rigueur et aussi le focus d'accomplir sa mission à tout prix. Hein, on sait qu'accomplir sa mission à tout prix, il y a un grand piège dans ça aussi. Et vous avez de l'autre côté l'explorateur un peu plus artiste, mais aussi excessivement maniaque. Et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par maniaque. Alors, deux hommes complètement différents. Évidemment, à l'époque du roi de la Norvège, il y avait une guerre vraiment féroce entre les deux pays pour savoir quel pays allait atteindre le dernier endroit sur la Terre qui n'avait pas été encore conquis, sur lequel il n'y avait pas eu de drapeau qui avait été planté. Alors, 1911, c'est là qu'on s'en va aujourd'hui pour voir c'est quoi les 5 leçons, les 5 stratégies qu'on peut tirer de cette histoire-là entre Scott et Amundsen. Et je commence immédiatement par la leçon numéro 1 ou la stratégie numéro 1. Et c'est de bien connaître ses obstacles. C'est fondamental. Monsieur Scott, il avait identifié 3 obstacles. Il avait fait ses devoirs, M. Scott. Il a dit, c'est pas compliqué. Si on s'en va là-bas, puis il avait déjà fait des expéditions dans le nord, pas juste dans le sud, un peu partout, donc c'était quand même un expéditeur chevronné. Scott, il dit, il y a 3 grands obstacles. La neige, le froid et le vent. Quand on regarde ça, ça fait du sens. On se dit, c'est vrai, c'est clair, c'est simple. Et lorsqu'on identifie bien ces obstacles, bien, vous savez ce qui se passe. On se prépare différemment aussi. Amundsen, quand je vous disais qu'il était maniaque, c'est qu'Amundsen, il avait vu d'autres obstacles. Amundsen avait jeté une perspective complètement différente sur le pôle sud. Parce que pour Amundsen, la neige, le froid et le vent, c'était un ennemi. C'était l'environnement externe. C'était dans le même chapeau, si on peut dire. Amundsen avait vu 2 autres obstacles que Scott, ça ne faisait pas partie de son radar. Le deuxième obstacle qu'Amundsen avait vu, c'était la nourriture. Parce que dans le pôle sud, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Et si tu ne vois pas la nourriture comme un obstacle, le risque de te préparer de la mauvaise façon sont excessivement élevés. Et on va le voir, c'est le piège dans lequel est tombé Scott. Alors Amundsen a vu 3 obstacles, l'environnement, la nourriture et le moral des troupes. Amundsen, c'est un explorateur chevronné, et vous allez voir dans sa préparation comment est-ce qu'il était excessivement minutieux, comment est-ce qu'il savait devant les obstacles, si on ne prend pas soin de sa psychologie, si on ne prend pas soin de son mindset, comme on dit, c'est excessivement dangereux. Hein? Et Amundsen a fait des choix en fonction de ces 3 obstacles. Donc, la première leçon, c'est peu importe vos objectifs dans la vie, peu importe où vous voulez aller, quelle est votre vision, où vous êtes dans la vie, de bien identifier les obstacles que vous risquez de rencontrer, c'est fondamental. Et poser un regard stratégique, j'utilise souvent ce mot-là, mais il est tellement important. Essayez de voir, exemple, par rapport à votre business, par rapport à votre carrière, si vous visez à avoir un poste plus haut ou 2 échelons plus haut d'ici 5 ans, quels vont être vos obstacles? Il ne faut pas toujours regarder la vie avec des lunettes roses. Et ça, je vais y revenir. Donc, c'est la leçon numéro 1. Bien identifier ces obstacles. OK? La deuxième, je me rends compte que je vous ai laissé devant mon écran. Excusez-moi. Hein? J'arrive. Excusez-moi, j'ai toujours des petits problèmes avec... Et voilà. Excusez-moi.
Ça m'arrive régulièrement. Quand je vous disais, quand on fait des lives, c'est un bel exemple que je ne maîtrise pas encore suffisamment. Je ne dirais pas suffisamment, mais il manque encore un niveau de maîtrise. Voilà, c'est mieux dit, pour arriver à utiliser tous les outils. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Donc, c'est un de mes obstacles, la technologie, dans mon environnement à moi. Vous le voyez? Donc, de bien évaluer ces obstacles, c'est fondamental. La deuxième chose qui était complètement différente, et vous allez voir, vraiment, il y a eu des différences marquées entre Amundsen et Scott. Et le deuxième élément, pour s'aider à passer, c'est comment est-ce qu'on a planifié. Comment est-ce qu'on a planifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'évaluer ses ressources. Et écoutez bien ça. Vous allez tomber par terre. Écoutez bien ça. Je me suis pris des notes parce qu'il y a quand même beaucoup de statistiques. Quand je vous disais qu'Amundsen, il avait vu la nourriture comme un de ses grands obstacles pour atteindre le pôle sud, j'ai ma feuille juste ici. Scott avait apporté 1 tonne de vivres, et de vivres, on entend l'équipement, nourriture et tout, pour 17 hommes. Amundsen avait apporté 1 tonne de vivres pour 5 hommes. Voyez-vous déjà, il y a un facteur de 3x et plus entre les deux philosophies. Pourquoi? Parce qu'il y en a un dès le départ qui avait compris que ça allait être un enjeu. Alors que l'autre ne l'a pas vu de cette façon-là. Donc, ça a un impact majeur sur comment est-ce qu'on va se préparer si on a bien identifié ces obstacles. Donc, de revoir, vous, dans votre environnement où vous êtes rendu, c'est-tu d'être dérangé par les médias sociaux? C'est-tu d'avoir des clients peut-être qui n'ont pas d'empathie? C'est-tu où sont vos obstacles? Quels sont vos obstacles à vous que vous devez être proactif pour régler? OK? Monsieur Scott, vous l'avez vu, militaire, haut gradé, grande réputation, et c'était tout un homme aussi. Ben, Monsieur Spock, c'est pas le même, c'est pas la même exploration. On est dans l'espace, puis là, on est au pôle sud. Monsieur Scott, lui, comme qu'il avait du budget, savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on a de l'argent? Plus on a les moyens financiers pour attaquer un projet, en général, là, et par expérience aujourd'hui, plus on se complique la vie. Plus on a de budget, plus on achète d'équipements, plus on va acheter un paquet de choses inutiles, puis on va se perdre dans ces choses-là. Et regardez bien les statistiques que j'ai ici. M. Scott, il s'est dit, ça nous prend des chiens. Effectivement, ça va prendre des chiens. Scott, il s'est dit, on va amener des poneys aussi. Ça va être pratique, ça va nous permettre d'avancer un peu plus vite et de tirer même des plus grosses charges. Il y avait des skis également. Et aussi, comme il y avait du budget, il a apporté des traîneaux motorisés. En 1911, ça existait. Des traîneaux à moteur. Alors, vous pouvez vous imaginer que le bateau de M. Scott, il était gros. Parce qu'il y avait du stock. Il y avait beaucoup d'équipements. Amundsen, de son côté, savez-vous qu'est-ce qu'il a amené pour se déplacer? Des chiens. Mais Amundsen, comme je vous le disais, il avait le souci du détail. C'est un maniaque. Et Amundsen, il s'est dit, si j'amène des chiens, je n'amènerai pas n'importe lequel chien. Je vais aller voir c'est quoi les meilleurs. Amundsen est devenu maniaque. Il a pris son focus puis il en a fait un laser. Donc Amundsen ne s'est pas perdu. Il ne s'est pas perdu dans 4 modes de transport. Il ne s'est pas perdu dans 4 médias sociaux. Il ne s'est pas perdu dans 12 solutions. Il a fait ses devoirs. Il a regardé ses obstacles. En fonction de ses obstacles, il a choisi des bonnes ressources. Quand Amundsen a identifié la nourriture comme obstacle numéro 2, savez-vous une chose? Un poney, là, ça ne mange pas de viande. Un chien, ça mange de la viande. Un chien, ça va manger aussi du poisson. Donc, si tu traînes des poneys, ça va te prendre une autre sorte de nourriture. Et la nourriture que tu traînes pour tes poneys,
ben, tu n'as pas la place pour traîner la nourriture pour tes hommes. Donc, vous savez, le premier bloc d'identifier vos obstacles est fondamental. Parce que l'autre a décidé de prendre un type de transport, mais de prendre les meilleurs. Si vous avez une équipe, ou vous gérez une équipe en mode de leadership, vous êtes dans une position de leadership, vous le savez comme moi, je n'ai pas besoin de vous dire que d'avoir les bons éléments dans votre équipe, d'avoir les bons joueurs sur la patinoire, c'est fondamental. Scott est parti avec un équipage de 65 personnes. C'est sûr, il y avait plein d'équipements. Ça y prenait du monde. Puis Scott, il s'est dit, on va immortaliser ça, j'ai du budget, la couronne britannique m'appuie, on va apporter un photographe aussi. Il y avait 65. À Amundsen, il y avait 9 personnes. Amundsen avait 9 personnes. Puis c'était pas n'importe qui, les personnes. C'était les meilleurs. Force mentale incroyable. Amundsen avait décidé d'amener aussi le meilleur skieur, le plus fort qu'il y avait en Norvège. Ça a pris 3 ans pour le convaincre, parce que c'était pas sûr qu'il allait revenir. Il y avait beaucoup de risques. Mais il a amené le meilleur skieur. Amundsen, t'es allé chercher qui? T'es allé chercher celui qui avait une connaissance énorme sur les chiens. Et il l'a mis en charge. T'es allé choisir les chiens. Et quand tu décides la race de chien, c'est pas fini. Fais juste commencer. Vous le savez comme moi, un chien, une chienne qui a une portée, il y en a qui sont plus forts que d'autres dans les petits. Donc, celui qui s'occupait de choisir les chiens, il a choisi les plus forts. Parce qu'il savait très bien que parmi les chiens les plus forts, il y en a qui n'allaient pas se rendre. Et quand je vous dis qu'il était maniaque, il avait déjà fait ses calculs. Il s'est dit, j'ai des chiens qui vont mourir. Et ces chiens-là, je vais les utiliser comme nourriture pour les autres chiens. Quand on est dans des conditions extrêmes comme ça, vous savez, c'est ce qui arrive. Là, on parle de la conquête du pôle Sud. Là. Donc, voyez-vous comment Amundsen était au niveau de sa planification et au niveau de l'identification de ses obstacles. Comment est-ce qu'il a vu ça d'une perspective complètement différente? Et je reviens juste à mes feuilles ici. Les animaux. On parlait de Scott qui avait des poneys. Vous avez sûrement vu, ou j'ai eu la chance de le voir parce que mon grand-père en avait des animaux de ferme. Mais en hiver, un cheval ou un poney, lorsqu'il travaille un peu, il va suer beaucoup. Et on voit comme de la steam, la steam, là, de la vapeur qui sort du corps du cheval. Un chien, ça fait pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es à moins 35 puis tu as des poneys qui travaillent? Ça forme la glace. Et qu'est-ce qui est arrivé avec les poneys à Scott? Ils sont tous morts. Ça n'a pas été long. Ces tracteurs, ces traîneaux motorisés, il s'est rendu compte, après environ 500 mètres seulement, qu'il n'y avait rien à faire avec ça. Ils ne pouvaient pas avancer. Ça les retardait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à notre ami Scott? Comme qu'il n'y avait pas assez de chiens, ben, il a décidé, puis qu'il y avait beaucoup de monde, il a décidé de prendre ses hommes pour tirer les traîneaux. Alors, d'un côté, vous avez Amundsen qui est parti avec des chiens forts, des chiens adaptés au terrain. Et de l'autre côté, vous avez une équipe qui avait quelques traîneaux qui étaient tirés par des chiens et le reste était tiré à la force des hommes. Deux approches complètement différentes. Après avoir tout laissé, l'équipement qui était devenu inutile, et aussi avoir eu des ressources limitées en termes de nourriture pour se rendre plus loin. N'oubliez pas non plus que quand on se complique la vie, quand on se bâtit un plan, puis qu'on se rend compte rapidement que ça ne fonctionne pas, vous savez ce qui se passe? Notre énergie diminue. Ça l'attaque notre morale. Alors, d'un côté, une équipe, grosses ressources, gros budget, puis qui frappe le mur rapidement, puis que le moral des troupes descend, mais qui n'a pas le choix de se rendre. C'est un militaire. Militaire, vous le savez, qui a eu du succès, il va se rendre. Dans sa tête, il faut que j'accomplisse ma mission. Et de l'autre côté, un homme ultra bien préparé, ultra maniaque, qui avait juste le nombre de personnes
limite, mais des hommes forts spécialisés dans chaque. Celui qui s'occupait des chiens était maniaque. Celui qui s'occupait des skis avait choisi les bons skis, les bonnes cires. Il y en a un qui était spécialisé dans les vêtements. Il était allé voir tous les Esquimaux au nord pour voir ce qu'ils portaient. Scott était habillé avec des vêtements qui gardaient la sueur à l'intérieur. Amundsen était habillé en Esquimau. Donc la préparation, la planification a un impact majeur. OK? Mon troisième élément pour passer à travers les obstacles qu'on va tous rencontrer parce qu'on en rencontre tous, c'est votre plan de développement. Et qu'est-ce que ça veut dire, le plan de développement? Écoutez bien ça. Amundsen, quand il a commencé à identifier ses obstacles, puis il s'est dit, comme on l'a vu, la nourriture, ça va être un enjeu important. Mais ce qu'il a fait, il est parti de la Norvège en vélo, puis il est descendu en Espagne en vélo. C'est pas un exploit en tant que tel, mais en mangeant du dauphin cru seulement. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si jamais il arrive quoi que ce soit, d'un, je veux voir comment mon corps va réagir. Je suis capable de m'en ramasser en m'en allant là-bas. Donc, Amundsen avait déjà une vision qui a eu un impact aussi sur sa préparation, son plan de développement. Alors vous, là, dans votre plan à vous, que vous avez, où vous voulez être dans 3 ans, ou dans 1 mois, ou dans 1 an, posez-vous la question suivante. Quelle est l'habileté numéro 1? L'habileté numéro 1, celle qui est vraiment dans le haut de l'échelle que je dois absolument, absolument développer. C'est fondamental de répondre avec clarté à cette question-là. Voyez-vous, mais dans ce que je faisais avant, où je gérais des grosses business, 350 millions de chiffre d'affaires, puis aujourd'hui, où j'ai une micro-entreprise, mon habileté numéro 1, c'est l'habileté à communiquer. Mais là, j'ai pas de feedback. Le feedback que j'ai, là, il est sur l'écran, là. C'est les commentaires que vous mettez. Donc, je dois apprendre, moi, à développer mon habileté à communiquer. Fait que je pourrais vous communiquer comme ça. Vous allez voir que si je vous parle pendant une demi-heure de cette façon-là, ça ne sera pas la même chose que si je vous parle comme si j'étais avec vous autres dans le salon. C'est pas la même chose. Donc, quelle est l'habileté que vous devez développer? C'est fondamental d'identifier la top priorité, celle que si vous passez à côté, vous allez manquer le bateau, comme on dit, pour ne pas faire de jeu de mots. Gabriel, qui travaille avec moi, Gabriel Renaud, Gabriel a été, je pense c'est juste cette année qu'il n'a pas embarqué dans le Red Bull Crash Ice, est un athlète pendant plusieurs années du Red Bull Crash Ice. Et c'est une question que j'aime beaucoup poser, ça. À un moment donné, j'ai dit, Gabriel, si j'avais à m'entraîner pendant juste 1 mois, là, puis que je voudrais essayer ça, faire une descente, ça serait quoi l'habileté numéro 1 qu'il faudrait que j'apprenne? Hein, puis on aurait tendance à penser, ouais, il faudrait que tu apprennes à patiner vite, parce que si tu veux gagner, ce serait peut-être bon que tu patines vite. Et savez-vous sa réponse? Il dit, Pat, si tu veux faire le Red Bull Crash Ice, avec juste 1 mois d'entraînement, je vais travailler juste une chose avec toi. Juste une. Ton équilibre. Parce que c'est pas la vitesse qui va te manquer. C'est l'équilibre que tu vas perdre. Donc, vous, dans votre défi, dans vos obstacles, dans votre industrie, dans votre métier, dans votre profession, quelle est l'habilité numéro 1 que vous devez absolument, absolument, non seulement maîtriser, mais développer, amplifier. Parce que si vous devenez un champion dans cette habileté-là, si vous devenez un maître, niveau ceinture noire, cinquième dan, là, je ne sais pas c'est quoi là, toutes les catégories qu'il y a, là, mais si vous voulez arriver à être au sommet, dans votre art à vous, de l'identifier clairement, la top 1, qu'elle est non négociable. OK? Donc, son plan de développement. Avez-vous remarqué une chose? Scott, il avait apporté toutes sortes d'équipements pour modifier son rythme de croisière.
Les poneys, ça va plus vite. Ça allait plus vite en tirant avec des poneys qu'avec des chiens. Amundsen, quand il est allé voir les Esquimaux, je ne sais pas si les Jeux olympiques t'ont inventé, mais avez-vous déjà vu un Esquimau qui participe aux 100 mètres aux Olympiques? Il n'y en a pas. Un Esquimau, ça ne court pas. Un Esquimau, ça se déplace lentement. Ça conserve son énergie. Un Esquimau, ça l'a compris dans quel environnement il vit et ça s'est adapté à l'environnement. Et si Scott aurait compris ça, il aurait fait des choix différents. Il n'aurait pas voulu aller plus vite. Il aurait voulu aller mieux. Et Amundsen a eu cette sagesse d'aller voir qu'est-ce que les gens faisaient dans cet environnement-là. Alors vous, là, dans votre environnement, vous, regardez donc qu'est-ce que font les 2 ou 3 meilleurs dans ce que vous voulez faire, là. Dans la vision que vous avez, c'est qui les 2, 3 top présentement? Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils courent? Est-ce qu'ils marchent? Est-ce qu'ils font du surplace? Ils se déplacent comment? C'est important de comprendre ça. C'est fondamental. Encore là, on va revenir au plan de développement de vos habiletés. OK? Le 4e point, et celui-là, je vous le dis, il est vraiment important et il se développe aussi. C'est la discipline. Et écoutez bien ça. Écoutez bien ça parce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, entre Amundsen et Scott. On l'a vu, Scott a parti avec beaucoup d'équipements. Parce que Scott s'est dit, quand il va faire beau, là, attachez votre tuque, on y va. On va se préparer, on va se prendre de l'avance parce qu'il va y avoir des tempêtes, évidemment. Quand il va y avoir des tempêtes, on va pouvoir s'arrêter, puis on ne retardera pas trop. Amundsen n'a pas eu cette approche-là. Amundsen a fait quelque chose de vraiment, vraiment brillant, mais qui est aussi contre-intuitif. C'est qu'Amundsen, il s'est dit, on va faire 25 km par jour. 25 km par jour. Puis quand il va être 1 heure l'après-midi, là, puis qu'on va arriver à notre 25 km, là, Amundsen, il faisait quoi? Il reposait ses troupes. Amundsen arrêtait. Pourquoi? Parce qu'Amundsen savait que la tempête allait venir à un moment donné. Puis quand la tempête allait venir, il voulait avoir des troupes qui étaient bien nourries, qui étaient bien reposées, pour faire quoi? Pour faire 25 km. Et ça, mes amis, d'arrêter quand on a fait notre objectif quotidien, c'est contre-intuitif. Parce qu'on se dit, on a du momentum, je vais en profiter. Mais quand on en profite, savez-vous souvent ce qui arrive? C'est qu'on va aussi épuiser un peu plus nos énergies. Et quand il va arriver un obstacle, puis qu'on va se faire frapper, et que c'est là qu'on a besoin de ces réserves-là d'énergie, on les a pas. On les a pas. Je voulais vous raconter une anecdote, parce qu'en 2017, j'ai acheté ma première montre Fitbit en 2015. Donc, depuis février 2015 que j'ai une montre Fitbit. Puis je les renouvelle aux ans, 1 an et demi environ, quand il en sort des nouvelles. Et en 2017, vous savez que Fitbit recommande, c'est assez connu, faire 10 000 pas par jour. Vous allez dire, faire 10 000 pas par jour, les Apple Watch aussi le mesurent, les Fitbit. Faire 10 000 pas par jour, dans le fond, c'est loin d'être un exploit en passant. Faut être un peu conscient de ce qu'on fait, surtout pour la plupart d'entre nous qui sommes des travailleurs, je dirais, de bureau, où on est souvent assis. Il faut être conscient qu'il faut se déplacer un peu plus. Fait que si on a un niveau de conscience le moindrement élevé, 10 000 pas par jour, ça se fait bien. En 2017, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, 10 000 pas par jour, pas trop de problème à faire ça, moi, là. Mais je vais essayer de faire ça pendant 1 an. Pendant 365 jours. Et savez-vous quoi? J'ai 2 anecdotes à vous raconter. Parce que faire 10 000 pas par jour pendant 365 jours, je peux vous dire tout de suite, c'est pas facile. C'est pas facile, puis ça prend de la discipline,
mais ça prend surtout énormément de volonté. Ça a été une grande, grande, grande leçon, vous savez, quand je me suis lancé ce défi-là. J'en ai pas parlé à personne. J'en ai parlé vers la fin seulement, parce que je le faisais vraiment pour moi. Je voulais voir, parce que je me suis dit, dans une année, là, il y a des journées qu'on est malade. Il y a des journées qu'on est pratiquement au lit. Ça arrive sur 365 jours. Il arrive des obstacles. J'étais une personne excessivement occupée, mais je le suis toujours, mais occupé souvent en meeting, assis. J'étais souvent en avion, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, 10 000 pas par jour. En avançant, je me suis rendu compte dans quel bateau je me suis embarqué. Puis là, j'étais un peu comme Scott, entêté. C'est pas vrai que je vais lâcher ça. Mais j'ai 2 anecdotes à vous raconter. Là, je vois le temps qui file, on est à 30 minutes. Je vais défoncer d'un 10 minutes, mais ça vaut la peine. Il était 11h30 le soir, j'avais 8000 pas de fait. Et j'étais pris dans l'avion. Parce que l'avion avait été retardé de Québec à Toronto. Et quand j'ai débarqué de l'avion, il était 11h35, le soir, PM. Vous savez, Fitbit remet ça à 0 à minuit. Donc, c'est de minuit à minuit le 10 000 pas. Quand je suis sorti de la porte, là, je suis parti courir dans l'aéroport comme un malade. Puis l'avantage qu'il y a, c'est courir dans un aéroport, ben, tu ne peux pas te faire arrêter par les gardiens de sécurité parce que tout le monde pense que tu t'en vas prendre un autre avion. Fait que ça avait bien à donner, mais je suis arrivé, il devait être 11h58 à peu près, puis j'ai pogné mon 10 000 pas. Puis l'autre fois que je me rappelle, c'est que j'étais à l'auberge, à l'hôtel La Ferme, dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. On avait une retraite d'équipe que j'animais. Puis sur l'heure du souper, j'ai senti une migraine qui venait. J'ai eu une grosse migraine, j'ai pas pu aller souper. Je me suis couché, médicamenté, et je me suis réveillé. Il était comme 11h25 le soir. Puis il me manquait à peu près 2500, 2800 pas. Puis là, j'étais, comme on le dit en bon québécois, knock-out. J'ai mis ma tuque, mes mitaines, c'était en janvier, puis mes bottes, puis je suis parti courir dehors. Mais savez-vous quoi? Ces histoires-là, là, puis cette année-là, là, ce que j'avais pas réalisé, c'est que je venais de travailler énormément, énormément le muscle de ma volonté, le muscle de ma discipline. Et ce muscle-là, mes amis, là, il est tellement, tellement important parce que quand les épreuves se présentent, s'il n'est pas assez développé, c'est là qu'on lâche. Et on en voit tellement. On s'en va vers là, là. On arrive au 1er janvier, là. 1er janvier, il se passe quoi? Tout le monde a des bonnes intentions. Tout le monde veut perdre du poids. Tout le monde veut faire plus d'argent. Tout le monde veut avoir une meilleure job. Ils veulent que leur business devienne plus grosse. Ils veulent avoir des plus grosses notes. On veut tout plus. Puis après un mois, il n'y a plus personne qui se souvient de ce qu'il voulait. C'est là que c'est important d'avoir cette discipline-là, de la volonté, mais de savoir, d'avoir la sagesse, d'arrêter quand vous avez atteint votre objectif dans la journée. Et Amundsen l'avait bien compris. C'est probablement la plus grande leçon de cette histoire-là. Et mon cinquième point, je ne sais pas si vous connaissez James Stockdale. James Stockdale, c'est un Américain qui a été fait prisonnier de guerre pendant 7 ans. Et il a survécu pendant 7 ans et demi, imaginez. Ça a été le plus haut gradé qui était dans sa prison, c'était le plus haut gradé. Alors, c'est un prisonnier stratégique. 7 ans et demi. Et quand James Stockdale est revenu, ça l'a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Stockdale. Et le paradoxe de Stockdale, savez-vous c'est quoi? C'est quand on a demandé à James, comment t'as fait? Comment t'as fait pour rester en vie pendant 7 ans et demi? Tu vas avoir un moral de la mort. Tu dois être positif au bout, là. Et James a dit, tous ceux qui étaient les optimistes sont presque tous morts. Tous ceux qui pensaient qu'à Noël, il allait être libéré sont pratiquement tous morts. Et savez-vous, c'est quoi la grande leçon de James Stockdale? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Stockdale. C'est que quand tu veux passer à travers les obstacles, il faut que tu aies un moral de la mort, oui, il faut que tu sois optimiste.
mais il faut que tu sois réaliste. Il faut que tu te prépares pour les deux. Parce que quand on est dans notre salon, là, ou on est dans notre bureau, puis qu'on prépare nos plans pour l'avenir, c'est toujours plus beau que ça va l'être dans la vie. Ça va toujours être plus difficile. Et James Stockdale, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que ton objectif soit clair, puis il faut que tu y crois. Puis James Stockdale, il savait qu'un jour, il allait sortir de là vivant. Ça, c'était non négociable. Mais tous ceux qui se disaient qu'à Noël, on va être sorti, puis à Noël, il est encore prisonnier. Puis ils se disaient par après, au printemps, on va être sorti, puis au printemps, il est encore prisonnier. Puis l'autre Noël arrivait, puis il se disait, on va sortir à Noël, puis il est encore en prison à Noël comme prisonnier. Tous ceux-là sont morts. Parce qu'à chaque fois qu'ils n'atteignaient pas ce qu'ils voulaient avoir, leur morale diminuait. Donc, j'ai appelé ça d'être un optimiste réaliste. Donc, il faut avoir un optimisme de faire. Il faut être clair sur sa vision. Il faut être clair sur ce qu'on veut. Mais il faut être clair que ça va être dur. Puis il faut être préparé à faire face à ces obstacles-là. Mais la vision et vos grands objectifs, c'est non négociable. Ça reste toujours là. C'est inébranlable. Mais si je ne suis pas libéré à Noël, puis que je me dis, ça se peut que je sois libéré à Noël. Mais si je ne suis pas libéré à Noël, je sais que je vais partir un jour d'ici. C'est non négociable. Je n'ai pas la même approche que si tout mon espoir est misé sur l'atteinte de mon objectif pour le 31 décembre. Donc, donnez-vous cette chance-là de réussir, de bien identifier où vous voulez aller, votre vision, mais aussi de comprendre, de savoir, d'avoir la sagesse, de reconnaître que ça va être difficile. Hein? Comme je le disais, dans notre salon, c'est toujours plus facile. Quand je décide, le 1er janvier au matin, c'est cette année, je fais un demi-marathon, puis je me vois déjà, là, je me ferme les yeux, puis je me vois franchir la ligne, là. Pas du marathon, là, du demi-marathon, là. 20-21 km. C'est pas dur de faire ça dans mon salon. Puis je me vois à l'arrivée, là, puis là, je sens l'énergie, puis je suis content. Mais quand je sors dehors, là, le 2 janvier au matin, là, puis que je m'en vais courir, puis j'ai 2 km de fait, là, puis j'ai le souffle-court, puis ça fait mal, là, c'est pas la même game pantoute, là. On parle pas du tout de la même chose. OK? Donc, d'être un réaliste, un optimiste réaliste, Amundsen l'avait compris. Amundsen l'avait bien compris. Alors que Scott se voyait déjà en conquérant, Amundsen voyait le prochain 25 km. Il voyait déjà la prochaine récompense qu'il allait donner à ses hommes parce que demain, il savait qu'il allait faire beau. Puis qu'à 1h30 l'après-midi, la journée allait être finie. On ne parle pas du tout de la même journée. Alors que de l'autre bord, on se disait, je vais me prendre l'avance parce que j'ai peur de l'épreuve. Et d'un autre côté, on était calme dans la tempête. Parce qu'on savait qu'à un moment donné, il y a une tempête qui allait arriver. On avait les ressources, les outils pour l'affronter et refaire notre 25 km quand l'obstacle arrive. Alors écoutez, c'est les 5 grandes leçons que j'ai tirées du livre de l'épopée de Amundsen et de Scott. Et je vous invite, ceux qui nous écoutent, encore là, ceux qui l'écoutent en différé, s'il y en a parmi vous qui aimeraient se joindre à l'Académie de la productivité, cette semaine, on s'est rencontrés 2 fois. On a eu une conférence de Mylène Paquette qui est absolument phénoménale. Vraiment 1h30 de vitamines pour l'esprit, de leçons de vie, de leçons de leadership avec Mylène. Et ce matin, on se rencontrait à nouveau pour planifier notre mois de décembre. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on fait en équipe, beaucoup de partage. Écoutez, c'est un groupe privé. Allez sur mon site 48heurparjour.com, 48heurparjour.com et allez voir sur l'onglet Académie de la productivité, l'ADLP. Et comme le 1er janvier s'en vient à grands pas, ben, je vous invite à vous joindre à l'Académie et on n'est pas loin d'un 45-50 maintenant dans l'Académie de la productivité, des leaders ultra motivés. On a vraiment une belle gang. Dave, qui fait partie
qui fait partie du groupe aussi. Aurélie. Je vois le commentaire de Lucie. Je vais juste regarder vos commentaires un petit peu. Les 10 000 pas par jour, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Effectivement, faire 10 000 pas par jour pour une journée, c'est pas dur. Faire 10 000 pas par jour pendant un an de temps, attachez votre tuque, mes amis. C'est loin d'être facile. On a des blessures, on a du ci, on a du ça, vous le savez. Donc, si vous avez la chance de vous lancer un défi de ce style-là, peut-être pas un an, là, mais même juste une semaine. Aujourd'hui, cette semaine, je vais marcher à tous les jours. Beau temps, mauvais temps. Le mauvais temps, c'est un peu comme être malade. Parce que quand il fait mauvais, puis il pleut ou il fait une tempête, on ne sort pas, on reste en dedans. Alors, c'est une belle façon de travailler votre muscle, la volonté. Beau temps, mauvais temps, j'y vais, je prends l'engagement. Puis, la pluie, ça n'a pas fait mourir personne à ma connaissance. Le froid, oui, peut-être. Évidemment, question de si on est bien habillé. Aujourd'hui, le froid, pas de problème avec ça. Donc, je vous invite à vous lancer un petit défi, peut-être 7 jours, quelque chose qui est juste à vous, que peut-être vous ne voulez pas partager, mais vous le faites pour vous, pour justement aller puiser davantage dans ce muscle-là, le travailler, votre muscle, la volonté, pour pouvoir avoir un meilleur muscle quand les obstacles se présentent à vous. S'il y en a parmi vous qui hésitent à embarquer dans l'Académie de la productivité, envoyez-vous un message en privé. On se planifiera une petite rencontre de 20 minutes, Zoom, one-on-one, comme on dit, en privé. Ça va me faire plaisir de vous expliquer plus en détail ce qu'on fait pour voir aussi si c'est un produit qui va bien avec les objectifs que vous avez. Alors, je vous souhaite un super beau week-end. Bye-bye Aurélie. Salut Dave. Lucie, Étienne, Martin. Écoutez la gang, je vous salue tout le monde. Ceux qui l'écoutent en différé aussi, je vous salue. Et puis, prenez des notes. Faites pas juste prendre des notes. Peut-être dans les 5 leçons, laquelle que vous allez prendre et qu'est-ce que vous allez poser comme geste. Quelle décision vous allez prendre suite aux leçons, les 5 leçons qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est mon défi pour vous. Allô Nathalie, bon week-end à toi aussi. OK la gang, bye bye, je vous aime, restez en forme, restez en santé, prenez soin de votre monde autour de vous et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.